Le crash que je vais vous raconter se déroule en 1956 aux États-Unis. 90 minutes après leur départ, deux avions vont rentrer en collision. Ça se passe donc le 30 juin 1956. Deux avions sont au départ de l'aéroport international de Los Angeles. Il s'agit d'une part d'un Super Constellation de la compagnie TWA et d'autre part d'un DC-7 de United. Ce jour-là, le temps côtier est plutôt clair, mais dès qu'on rentre à l'intérieur des terres, eh bien, on trouve des orages. Un Super Constellation, c'est un avion qui ressemble à ça. Il embarque 63 passagers. C'est donc le vol numéro 2 de la TWA. Et ce Constellation, il doit aller à New York. Il était prévu pour partir à 8h30. Le service est un petit peu en retard. Pourquoi il est en retard? Parce que l'avion a subi une maintenance à Los Angeles durant la nuit. Et suite à ça, eh bien, il y a une inspection pré-vol un peu plus soutenue qui est nécessaire. L'autre avion, le DC-7, un DC-7 ça ressemble à ça, donc l'avion de United Airlines, doit partir à destination de Chicago, Newark et Philadelphie. Il est prévu qu'il parte à 8h45. 58 passagers sont à bord de cet avion. Et lui, pour le coup, il est à l'heure. Alors, ces deux avions vont traverser la même zone au-dessus du Grand Canyon et la météo est mauvaise. Il y a des averses, il y a des cumulonimbus, quelques orages. Il y a aussi des turbulences modérées à fortes. Donc, on a ces orages qui montent assez haut, jusqu'à 30 000 pieds. Mais à côté de ça, on a des nuages plus petits avec un sommet des nuages à 15 000 pieds, donc plus bas. Et au-dessus de ces 15 000 pieds, la visibilité est bonne. Les deux avions ont déposé un plan de vol. L'avion Super Constellation de la TWA prévoit de voler aux règles de vol aux instruments en IFR jusqu'à Dajet. Dajet, c'est à 100 miles au nord-est de Los Angeles. Puis de sortir de l'espace contrôlé pour être donc en espace non contrôlé. À l'époque, les avions lignes pouvaient voler en non contrôlé et réintégrer plus tard si l'espace aérien contrôlé. Surtout, ce qui est important de retenir, c'est que le Super Constellation avait prévu une altitude de croisière à 19 000 pieds et une vitesse de 270 nœuds. Donc reprenons, le Super Constellation a un peu de retard dû à une maintenance, mais ça y est, il va pouvoir partir, les portes sont fermées, les moteurs démarrent. Le commandant est le capitaine Jack Gandhi, il a 42 ans. Et parmi les passagers, il y a une spécificité, c'est qu'il y a beaucoup d'employés de la compagnie, d'employés de TWA, et notamment des parents avec leurs enfants. Le Super Constellation met donc les gaz et décolle de la piste 25 gauche de Los Angeles. Il est 9h01. Puisque la première partie de ce vol se déroule en IFR, eh bien, le Super Constellation est guidé par radar à travers le ciel qui est couvert. Donc, comme prévu, l'avion monte. Conformément à son plan de vol, il atteint 19 000 pieds. Il lui faut à peu près 20 minutes pour arriver à cela. Et donc, il va contacter l'opérateur de la compagnie. À l'époque, les pilotes ne parlaient pas directement aux contrôleurs aériens, mais à un opérateur compagnie qui faisait le relais. Et le pilote du TWA, même s'il y a 19 000 pieds dans son plan de vol, il demande un changement. Il demande à passer en croisière à 21 000 pieds, au lieu des 19 000. Et ça lui est refusé évidemment. Pourquoi? Parce que le niveau 21 000 pieds n'est pas disponible. Il y a un autre avion, le DC-7, dont on va parler. Alors le pilote est déçu, mais il a une autre solution. Il fait ça pourquoi? Il fait ça pour éviter les nuages, parce qu'il y a cette couche d'orage et de nuages, et que plus on monte haut, et meilleure la visibilité. Alors, à l'époque, ce que pouvait faire le pilote, c'était de dire, dans ce cas-là, je choisis de voler 1000 pieds au-dessus des nuages. Je ne demande pas un niveau de vol, je ne demande pas
à rester en IFR à 21 000, mais je choisis de passer aux règles de vol à vue ou d'être assimilé à un vol VFR et d'assurer moi-même ma propre séparation avec les autres aéronefs. À l'époque, c'est possible. Et donc, d'appliquer la règle, à l'époque, c'était voir et être vu. Aujourd'hui, on dirait voir et éviter. Et d'appliquer cette séparation lui-même. Et ça, eh bien, le contrôle aérien ne peut que le lui accorder, mais lui dit attention, il y a d'autres trafics, informez-vous. En particulier, il y a le vol United 718 direct Durango et faites attention et à bien le situer puisque vous voulez en vol à vue. Et il est bien informé que cet avion vole à 21 000 pieds. À 9h59, le Super Constellation appelle son opérateur TWA à Las Vegas et lui signale qu'il a dépassé le lac Mojave 4 minutes auparavant, donc à 9h55, et que maintenant, ça y est, il est en croisière, 1000 pieds au-dessus des nuages. Donc là, le trafic est clairement conflictuel, sauf que, puisque l'un des deux avions vole en VFR, il n'est plus contrôlé par les contrôleurs aériens, et donc l'espacement entre aéronefs n'est plus garanti. Alors parlons un peu du DC-7. Le DC-7 est sous commandement d'un capitaine, Robert Charley, qui lui a 48 ans, et cet avion souhaite aller à Chicago. Et pour ce faire, il va traverser l'espace aérien contrôlé jusqu'à Palm Springs, c'est-à-dire à 106 miles à l'est de Los Angeles. Ensuite, il a prévu un passage dans un espace non contrôlé, puis à nouveau, il va revenir en espace contrôlé. Alors cet avion, le DC-7, il a déposé un plan de vol avec une altitude de croisière à 21 000 pieds. Alors que TWA, c'est 19 000. Donc lui, il demande 21 000, il obtient 21 000, et il a une vitesse de 288 nœuds. Le DC-7 décolle 3 minutes après le Super Constellation, au départ de Los Angeles, et il signale à 9h17 qu'il passe Palm Springs à 18 000 pieds. Et il est toujours en montée. Finalement, 40 minutes plus tard, à 9h58, ce DC-7 va appeler la station d'assistance de vol du contrôle aérien, ce qui s'appelait à l'époque la CAA, la Civil Aeronautics Administration, c'est l'ancêtre de la FAA si vous voulez, pour signaler qu'il est au-dessus de Needles à 21 000 pieds. Et là, il est 10h31. Et à ce moment-là, les opérateurs radio de United, ils entendent comme une transmission un peu brouillée sur la fréquence. Et ils comprennent pas très bien ce qui se passe. Mais sur le coup, ça leur paraît pas significatif. Sauf que l'avion, le DC-7, était censé émettre des rapports de position, en particulier quand il passerait Painted Desert. Et il a rien envoyé. Ce qui fait que les opérateurs étaient inquiets. On n'est pas très bien. Les opérateurs de United. Les opérateurs de TWA sont aussi perplexes parce qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur avion à eux, le Super Constellation. Le TWA n'a jamais signalé avoir passé la ligne Painted Desert comme il était censé le faire à 10h31. Et il répondait plus aux appels. Aucun contrôleur aérien de la CA a affirmé avoir eu contact avec un des deux avions. Et donc là, l'angoisse monte. Que s'était-il donc bien passé? Alors, il y a toutes sortes de vérifications qui sont mises en place, mais sans succès, sans résultat. Ce qui fait que à 11h50, c'est-à-dire quand même 1h20 après que les avions ne répondent plus aux appels, le contrôle aérien, la CAA, est bien obligé d'admettre que les avions ont disparu. Ils émettent une alerte d'avion manquant. Alors tout de suite, les recherches, le sauvetage, s'activent et on va chercher où peuvent bien mettre ces avions. Le problème, c'est que la zone où ils ont disparu, elle est vaste, elle est déserte, elle est entourée de friches, elle est peu peuplée. Enfin, vous voyez, on est quelque part entre la Californie et l'Arizona. C'est très vaste, ça fait des milliers de kilomètres carrés. Il y a des montagnes escarpées, il y a des canyons, il y a des déserts.
Enfin, c'est pas très favorable hein, comme coin. Il y a des sommets qui font 12 000 pieds à cet endroit-là. Et puis il y a le Grand Canyon, avec ses gorges. Alors on envoie un avion de recherche, mais pour l'instant, ils ne trouvent rien. Il faut imaginer l'angoisse des proches des passagers qui, à cette heure-là, sont en train d'aller chercher leur famille, leurs amis, les passagers qui doivent arriver, et on n'a pas de nouvelles des avions. On leur dit l'avion est en retard, on aura des nouvelles plus tard. Alors, au Grand Canyon, il y a deux frères, Henry et Palen Edgkin, qui ont une petite société pour faire des vols touristiques au-dessus du Grand Canyon. Et ils ont vu de la fumée. Sauf qu'ils ne sont pas au courant que des avions manquent à l'appel, pour le moment. Ils n'ont pas cette information au moment où ils voient la fumée. Elle venait d'où cette fumée? D'un point d'une canyon, près de la jonction des fleuves Colorado et Little Colorado. Je ne sais pas si vous connaissez la région, on est dans le parc national du Grand Canyon. Alors, les frères Ashgin, comme ils sont pas au courant qu'il manque des avions, ils pensaient, il y a un feu de broussailles, un feu de forêt, quelque chose comme ça. Mais maintenant qu'ils sont au courant qu'on recherche des avions, immédiatement, ils décollent et ils retournent à l'endroit où ils ont vu la fumée pour voir ce qui se passe. Mais ils en est déjà le soir. Et là, à l'endroit où ils ont vu la fumée, ils découvrent la triple queue d'un super constellation. C'est un empennage qui est très caractéristique, très remarquable. Et cette queue, elle est sur un plateau rocheux sur les parois du canyon. Alors il y a des débris qui sont disséminés un peu partout. Et puis il y a bien sûr aucun signe de vie. Et puis, à quelques centaines de mètres au nord, ils découvrent qu'il y a un autre incendie. Mais la nuit est tombée et pour leur propre sécurité, ils ne peuvent pas investiguer davantage. C'est la nuit, il faut rentrer. Dans les aéroports d'arrivée des vols Constellation et DC-7, eh bien, malheureusement, on commence à comprendre que jamais ces avions ne vont arriver. La nuit passe et dès le lendemain matin, tôt, les frères Hutkin décident de repartir pour les recherches et d'aller investiguer la deuxième source de fumée qu'ils ont vue. Ils découvrent que c'est sur une butte rocheuse, en hauteur, il y a comme une zone complètement cramée. Et ce qu'ils voient les terrifie. Il y a de nombreux petits morceaux de métal qui sont déchirés, qui sont noircis par le feu. Alors ils comprennent, même s'il n'y a rien de reconnaissable, comme pouvait être l'empennage du Super Constellation, ils comprennent qu'il s'agit sans doute de l'épave du DC-7. On est à environ 2500 pieds au-dessus du fleuve Colorado. C'est-à-dire que par rapport à l'autre avion, le DC-7, il est 1500 pieds plus haut que le Super Constellation. C'est une zone complètement inaccessible, où il n'y a jamais de touristes, personne ne peut y aller, même par voie aérienne. Et même y aller en hélicoptère, c'est compliqué. Alors à ce moment-là, le directeur des opérations de recherche déclare que ces avions ont dû entrer en collision dans les airs. Il faut savoir que à ce moment-là, aux États-Unis, des risques de collision entre aéronefs, des minimales de séparation pas respectées, eh bien c'est monnaie courante à l'époque. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui remonte jusqu'au Congrès. Le contrôle aérien n'est pas performant, il y a des problèmes d'espace, des problèmes de réglementation, des voies aériennes très encombrées, et ces quasi-accidents se produisent très fréquemment. On estime qu'à l'époque, il y avait 4 quasi-collisions par jour aux États-Unis, dans un rapport qui a été remis au Congrès. Une quasi-collision, ça peut aller jusqu'à un espacement de moins de 30 ou 40 mètres entre deux aéronefs. Et pourquoi on a ce problème-là? Eh bien, parce qu'il y a de plus en plus d'avions, et des avions de plus en plus performants, cette massification du trafic qui n'est plus adaptée avec la manière dont l'espace aérien a été défini. On dépêche des hélicoptères de sauvetage de Phoenix qui arrivent sur les lieux le
dimanche matin, donc le lendemain du crash, et ce qu'ils voient est tout à fait abominable. Des morceaux de fuselage, des morceaux d'épave. En fait, il ne reste plus rien des avions, hein. Ils sont complètement réduits en fragments. D'ailleurs, l'un des pilotes d'hélicoptère déclare bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui va sortir de cet endroit, hein. C'est un spectacle sinistre, terrible. Alors l'hélicoptère arrive à se poser à côté du TWA, de ce qui en reste. Il y a un médecin à bord, mais de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Personne ne pouvait survivre à un impact pareil. Quant au DC-7, il est complètement inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans une crevasse complètement profonde, à côté d'une falaise, qui fait plusieurs centaines de mètres de haut. Alors finalement, on arrive à envoyer un hélicoptère également sur le lieu du crash du DC-7, mais de toute façon, il n'y a rien à retrouver. L'opération s'avère dangereuse, et de toute façon, personne n'aurait jamais pu survivre à un crash pareil. Pour vous donner une idée, on retrouve des pièces du Super Constellation enfoncées à 6 mètres à l'intérieur de la montagne. Bref, il faut se rendre à l'évidence. Les 128 passagers et membres d'équipage des deux avions ont péri. Ça en fait le pire crash de l'histoire de l'aviation américaine à l'époque. Alors suite à ça, bien sûr, il va y avoir une enquête. On va récupérer les restes des occupants des deux aéronefs, même si ce fut difficile et dangereux. On va faire ça grâce aux hélicoptères de l'armée. Ce fut difficile et dangereux pour le Super Constellation, ce fut quasiment impossible pour le DC-7. D'ailleurs, on a fait appel à des alpinistes pour pouvoir atteindre le site, même des alpinistes venus de Suisse. Et puis, c'est pas tout que de récupérer les passagers, du moins ce qu'il en reste. Il faut après pouvoir les identifier, mais ils sont tellement abîmés qu'on n'y arrive pas. Et seulement 6 des 70 passagers du vol de la TWA, du Constellation, peuvent être identifiés. Et en ce qui concerne le DC-7, on en identifie 29 sur les 58. On comprend que les avions se sont désintégrés immédiatement au moment de l'impact. On arrive à déterminer que le DC-7 était en piqué avec son aile tribord vers le bas. Les débris sont rassemblés autour de la zone principale de l'impact. Bref, l'enquête détermine que les deux aéronefs sont entrés en collision en vol. Comment on sait ça? Grâce à des preuves qui sont apportées. C'est-à-dire que sur l'aile extérieure bâbord du DC-7, eh bien, on va trouver quelque chose de très particulier. Eh bien, on va retrouver la preuve de la collision entre les deux avions. Le bord d'attaque était déformé vers l'arrière et on trouve des bosses, des égratignures, des déchirures sur une grande partie de sa surface inférieure. Et on trouve comme des traînées de caoutchouc noir et surtout des taches de peinture rouge. Rouge, comme la couleur de TWA, sur le DC-7 de United. Et de la même manière, on retrouve une section du dessous de l'aile avec des numéros d'immatriculation du DC-7 parmi les restes de l'épave du Super Constellation. Donc c'est comme ça, avec ces morceaux incrustés et cette déchirure dans l'aile du DC-7, que l'on comprend que les avions se sont percutés. Alors on a réfléchi sur ce qu'il fallait faire au niveau contrôle aérien. Les deux vols étaient des opérations à haute altitude, c'est-à-dire à l'époque au-dessus de 14 000 pieds. À cette hauteur-là, eh bien, il était autorisé à l'époque pour les avions de choisir s'ils volaient aux instruments ou à vue. La seule obligation était de rendre compte de leur position sur les différentes balises définissant la route. Donc, la politique de United était de laisser les pilotes choisir s'ils voulaient voler en VFR ou en IFR. Et la politique de TWA était que les avions pouvaient voler 1000 pieds au-dessus des nuages dans le cadre des règles de vol à vue. Alors vous voyez qu'à l'époque, c'était les compagnies qui définissaient les politiques et non pas les règles de la navigation aérienne.
Le rapport a noté que les pilotes étaient bien reposés, ils avaient de l'expérience, ils étaient en bonne condition physique, et il a également été relevé que la position des avions a toujours été donnée jusqu'à l'impact. Donc les procédures ont été suivies. Il a été relevé également que le TWA avait demandé de passer de 19 000 à 21 000 pieds et que cela lui avait été refusé par le contrôleur aérien, celui-ci étant au courant qu'il y avait dans le secteur le DC-7 de United 718 à 21 000 pieds. Donc c'est pour ça que le contrôleur aérien a refusé de donner 21 000 pieds aux super constellations. Simplement, l'opérateur de TWA qui faisait l'intermédiaire entre le contrôleur aérien et le pilote a essayé de négocier. Il a dit, mais je sais pas, c'est pas ça ce qu'il veut le pilote. Ce qu'il veut, c'est voler à 1000 pieds au-dessus des nuages. Et ça, eh bien, ça a été autorisé par le contrôleur aérien. Simplement, le contrôleur aérien a dit à l'opérateur, avertissez le pilote du TWA qu'il y a un autre trafic, le United 718. Voilà, les règles ont été respectées, simplement les règles n'étaient pas opérantes. Si les deux avions volaient en IFR, le contrôle aérien était tenu de les séparer, mais à partir du moment où les avions volent en VFR, ou l'un des deux avions choisit de voler en VFR on top, en VFR au-dessus des nuages, eh bien le contrôleur aérien n'a plus à séparer ces aéronefs. Ce sont les pilotes qui deviennent responsables, à l'époque, de leur propre séparation. Et si l'un des deux avions choisit de quitter les règles IFR pour passer en VFR, comme ça a été le cas, l'autre avion n'est pas au courant que dans le secteur, eh bien, il y a un avion de ligne qui vole à vue. Et donc le DC-7 de United n'a pas été prévenu de ce changement opéré par la TWA. En gros, le Super Constellation, bien que censé voler en IFR et en déposer un plan de vol IFR, volait en réalité en VFR et était assimilé à un VFR. Il faut voir aussi qu'à l'époque, l'ATC, le contrôle aérien, n'avait pas connaissance de la position exacte des aéronefs. Il n'y avait pas de radar à cet endroit-là. Donc, des avions qui volent à vue, eh bien, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont concrètement. On a pu retrouver l'échange radio qui a été donné à 10h31 entre l'opérateur du United et le pilote. Il disait quelque chose comme Salt Lake, nous entrons, et puis une deuxième voix derrière a dit très fort, regarde, tire, viens, oh, oh, et puis plus rien. Donc ça a permis de dater la seconde exacte de la collision à 10h31 et 7 secondes. L'enquête a montré que le DC-7 allait de droite à gauche par rapport aux super constellations avec un angle d'environ 25 degrés et que l'aileron du DC-7 a heurté le bord d'attaque du Lockheed Constellation. On sait également que l'hélice numéro 1 du DC-7 a coupé le fuselage arrière du Constellation. Tout ça a duré moins d'une demi-seconde. Immédiatement, le Lockheed Constellation a piqué du nez, il a plongé dans le canyon avec une trajectoire descendante. Et de la même manière, le DC-7 a suivi une trajectoire en piqué, mais le vol n'était plus gouvernable. Il a été montré que les deux avions auraient pu se voir, ils n'étaient pas à l'intérieur des nuages, mais les limites angulaires du cockpit, la taille du pare-brise, les distances, la vitesse, et peut-être la fatigue aussi de l'équipage, eh bien tout ça a fait qu'ils ne se sont pas vus, ou en tout cas ils se sont vus trop tard. On peut imaginer aussi que peut-être que les deux avions étaient certes séparés des nuages, mais entre les deux, il y avait peut-être un nuage, donc ils ne se sont pas vus non plus, et leur trajectoire était convergente. Dans des conditions de visibilité parfaite, ils auraient pu se voir entre 50 et 120 secondes, mais là, avec les nuages, avec les vitesses relatives, peut-être ne se sont-ils vus qu'une douzaine de secondes. Pas assez pour pouvoir s'éviter. Alors bien sûr, on peut spéculer, on peut se demander si les passagers, eux, à travers le hublot, ont vu l'autre avion. Ça, on ne saura jamais. Mais avec le recul actuel, ce qu'on peut se dire, c'est que le vrai problème est un problème d'organisation du ciel. Cet accident était la suite de nombreux incidents qui arrivaient à ce moment-là aux États-Unis.
On estime qu'entre 1959 et 1968, il y a eu pas moins de 223 collisions en vol avec des aéronefs américains. Donc l'espacement en visuel faisait défaut pour les avions de ligne avec leurs nouvelles performances à cette époque-là. Il a été aussi remarqué que les avions ne communiquaient pas sur la même fréquence puisque chacun ne parlait pas avec un contrôleur aérien unique, mais à leurs opérateurs de compagnie respectifs. Par conséquent, ils ne pouvaient pas savoir où était l'autre avion et ils n'étaient pas prévenus de ça. Cet accident a amené une refonte complète de l'espace aérien américain. On a abandonné le concept de corridor de voie aérienne entouré de zones non contrôlées au profit de zones de contrôle IFR plus vastes. C'est aussi ce qui a amené à introduire et à généraliser l'usage du radar pour améliorer la fourniture d'informations de vol aux aéronefs. Aujourd'hui, les avions de ligne, les avions commerciaux ne volent plus qu'en IFR. Il n'est pas question de passer de l'IFR à VFR comme on veut. Et puis, ils sont équipés de TICAS. À l'époque, les avions qui volaient en VFR n'étaient pas tenus de contacter le contrôle aérien. Aujourd'hui, dans les zones où ils sont tolérés, dans les zones contrôlées où ils sont acceptés, ils sont bien évidemment tenus de signaler leur position et de contacter et d'être équipés d'un transpondeur. Il existait un autre problème, c'est que les avions militaires américains pouvaient pénétrer dans des zones où il y avait des civils et le contrôle aérien n'y pouvait rien. Les militaires n'étaient même pas censés se signaler. Tout cela va changer en 1958, 2 ans plus tard, avec la création de la FAA, qui a autorité sur l'ensemble du ciel américain et sur l'ensemble des avions, qu'ils soient militaires ou civils. N'oubliez pas de liker si vous êtes arrivé jusqu'au bout et de vous abonner. Merci.